Dans ce webinaire, un webinaire dédié à l'optimisation des revenus des dirigeants. Alors, je n'ai pas marqué amélioration ou augmentation. On peut le faire, bien évidemment, mais je vais vous parler de l'optimisation. Optimiser, ça veut dire soit augmenter vos revenus, soit diminuer le coût. Vous verrez, vous en avez pour tous les jours. Bon, eh ben, je vois en tous les cas que vous êtes nombreux cet après-midi pour pouvoir discuter de cela. Donc, on va regarder ensemble le sommaire que l'on va partager ensemble sur cette optimisation de revenus. Un sommaire, en fait, qui est excessivement, en fait, dédié à plusieurs choses: notes de frais, les ICA, les salaires, les dividendes, les comptes courants, l'épargne salariale et la holding. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle au président de SASU, de SAS et de gérants aussi minoritaires de SRN, ne nous les oublions pas, ils ont exactement le même format, c'est-à-dire un bulletin de salaire obligatoire. On pense souvent à la rémunération, on pense souvent aux dividendes et on passe à côté, je dirais, de trucs superbes. Donc, l'objectif, là, ça va être de faire le point. Vous allez voir, il y a plusieurs grandes parties. Alors, bien évidemment, nous sommes en live, vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure. Il y aura un replay qui arrivera directement sur votre boîte à la fin de ce webinaire, très exactement 3 à 4 minutes à peu près. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. On a à peu près 27-28 vidéos actuellement. Et également, tous les jours, vous avez la possibilité de venir à nos webinaires. Voilà, bon, Fabrice, achat téléphone. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on y arrivera très certainement. Alors, concrètement, on va commencer tout de suite par le premier point. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir la possibilité donc de vous présenter tout cela. Alors, avant de commencer et de parler d'un certain nombre de points, notamment sur les avantages des uns et des autres, je veux juste rentrer sur un petit détail, mais qui a toute son importance. Quand on parle de charges et qu'on augmente les charges, eh bien, le résultat fiscal, qu'il soit lié à l'impôt sur les sociétés ou lié notamment, par exemple, au SASU qui sont à l'impôt sur le revenu, eh bien, le résultat fiscal va baisser au fur et à mesure. Ça va baisser. Pourquoi je dis ça? Parce que selon que l'on a une charge ou selon qu'on se donne des dividendes, eh bien, ce n'est pas la même musique du tout. Voilà de façon concrète ce qui peut se passer, c'est que si vous augmentez donc vos salaires, eh bien ça va tirer vos charges et ça va baisser l'impôt, alors que les dividendes, zoup, ça passe et votre IS ne bouge pas du tout. Donc le but, c'est pas de vous dire de dépenser l'argent, mais en tout cas de mieux dépenser votre argent et vous allez vite comprendre ce qu'il en recouvre. Donc, on y va tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des petites questions, mais je vois que tout le monde se répond, c'est juste nickel. On va commencer par le premier qui s'appelle la note de frais. La note de frais, c'est quoi? Eh bien, c'est une dépense, bien évidemment, mais c'est une dépense que vous allez faire au profit de la société. C'est ça, une note de frais, c'est lorsque on a identifié des frais que l'on paye soi-même ou qu'on supporte soi-même et on souhaite que la société les paye. Et comment on fait? Comment on a avancé l'argent de sa poche? Eh bien, on les colle, ni plus ni moins que dans un module qui s'appelle note de frais. Alors, sur Doux, nous avons un module. Pour ceux qui n'en ont pas, ils doivent communiquer à leur expert comptable les documents qu'ils ont pu payer sur une feuille de papier, sous un Excel ou sous un document automatisé. Voilà, c'est ça très exactement une note de frais. Et quand est-ce que ça arrive? Eh bien, on peut dire que ça arrive à 2 moments de la vie de l'entreprise. Le avant la création de la société et le après. Alors avant, vous allez penser nécessairement, c'est bien évidemment les frais de création de société, vos frais de statut, les annonces légales, les frais de greffe et du journal, et puis vous allez avoir peut-être quelques petits frais ici. C'est une erreur. En fait, vous en avez plein, mais vous ne le savez pas. Par exemple, vous êtes déplacé. Bon, vous allez avoir des frais de déplacement. Vous avez peut-être été au restaurant. Vous avez peut-être acheté des bouquins. Vous avez peut-être fait une formation. Vous avez peut-être commencé par acheter un ordinateur, un certain nombre de choses. Vous avez peut-être acheté un téléphone portable. Enfin, bref, plein de choses. Eh bien, tout ça, il va falloir le coller directement, soit en charge, soit en immobilisation. J'ai vu, effectivement, on dépassait 500 €. C'est une excellente réponse, Thomas. Quand on commence à voir ça, eh bien, on le colle, en tous les cas, dans le module de frais. On ne se pose pas de questions. Et est-ce que cet argent va vous être remboursé tout de suite? La réponse est non. On verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on l'inscrit en charge, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes payé tout de suite. Ça veut dire simplement qu'une dette
vient de se créer au sein de la société. Et cette dette, ça s'appelle un compte courant d'associé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, toute cette partie avant, prière de le ramener dans vos statuts ou dans le cadre d'une assemblée générale constitutive, le mettre dans le module note de frais de Doux, et là, hop, vous êtes peinard, vous êtes créé de l'argent. Et on va voir tout à l'heure l'impact. Deuxième façon de se créer une note de frais, c'est tout simplement lorsque, une fois que vous avez créé votre société, que vous êtes installé, par exemple, si vous êtes chez vous, vous avez sans doute une table, un bureau, un téléphone, j'en ai bien un. Je voyais tout à l'heure Fabrice qui me faisait une petite remarque. Un lampadaire, des luminaires, eh bien, vendez à votre société la totalité. Ça va vous créer de nouveau des immobilisations et des charges au sein de votre société et ça vous permettra comme ça d'avoir un compte courant d'associé. Parce que quel est l'impact? Eh bien, il est vachement simple. Quand vous avez 100 € de note de frais, eh bien, ça va baisser votre impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est le premier effet qui est vraiment sympathique. On baisse l'impôt sur les sociétés. Donc, on a 15 € de moins ou 28, 15 si votre IS est à 15%, 28 si votre IS est à 28%. Je rappelle, 38 120 premiers euros de bénéfice, c'est du 15%, et les sommes qui sont au-delà de 38 120 sont taxées à 28%, si bien que le coût qui va être réellement supporté sera soit de 85, soit de 72. Ça veut dire que vous touchez 100 €, mais finalement, la société, ça ne lui a coûté que 85, voire 72 €. Vous comprenez effectivement ce grand changement. Alors, Timothy qui me pose une question, comment ne pas abuser et ne pas se trouver avec un ABS? En fait, Timothy, ça va être vachement simple. Si tu te sens que tu abuses, eh ben, tu sais que tu te trouves dans une situation qui est légale. Mais abuser, ça veut rien dire dans l'absolu. Par exemple, si tu vas, Timothy, dans un espace, je sais pas, de location dans lequel on te file un espace de, je sais pas moi, de 4 mètres sur 4, tu vas bien être obligé de t'acheter tu vas être obligé de t'acheter un bureau, tu vas bien être obligé de t'acheter un lampadaire, une chaise, un fauteuil, un certain nombre de choses. Donc, de façon très concrète, en fait, il faut se comporter comme si ta société ne t'appartenait pas. Et comme si ta société ne t'appartenait pas, tu serais bien obligé de lui vendre. Tu ne vas pas lui donner gratuitement. C'est ça que je veux dire, c'est que trop souvent, parce que c'est le démarrage, eh bien, les dirigeants oublient de coller tout ce qu'ils ont donné, entre parenthèses, ou tout ce qu'ils ont prêté à la société. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il n'y aura pas d'abus à partir du moment où vous n'abusez pas. Ça veut dire que vous n'inventez pas. Si tout est réel, il n'y a aucune raison, il ne peut pas y avoir d'abus de biens sociaux. Voilà, c'est ABS, on est grec, abus de biens sociaux. Et effectivement, ce n'est pas l'anti-blocage système, quoique ça peut avoir exactement les mêmes effets, c'est-à-dire un coût un peu dur. Et voilà, et Thomas qui dit, pensez à vérifier votre cas, ne jamais prendre pour argent comptant ce que vous trouvez sur Internet. On est tout à fait d'accord. Alors, Fabienne, comment se vendre une table ou une veille? Tu prends tout simplement une feuille de papier comme ça, par exemple. Tu marques ton prénom, ton nom et tu le mets au nom de ta société. Pas de TVA, bien évidemment, puisque toi, tu es une particulière. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est un petit peu comme si tu vendais sur le Bon Coin. C'est ça. Et bien évidemment, il faut que tu vendes au prix d'occasion. Donc, ton bureau, inutile de vouloir le vendre 2 ou 3 000 €. Enfin, s'il t'a coûté, je ne sais pas moi, 500 €, à un moment donné, tu vas le vendre 100 €, pas plus. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Ou du fil d'impression 3D. Oui, tout à fait, Fabrice. Pour les notes de frais sur restaurant, il faut justifier avec quelle personne on déjeune. Oui, c'est toujours mieux. Alors, je rappelle, les notes de frais, c'est quand tu payes toi. Si c'est la société qui paye, tu n'as pas besoin de passer par une note de frais, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. C'est autre chose, c'est une pièce justificative, c'est une dépense en temps normal. Pensez aussi, si vous êtes chez vous, notamment, à vous octroyer un loyer. Si vous êtes locataire, peinard, vous n'avez qu'à faire une superficie de votre pièce où vous trouvez, faire une règle de 3 avec la superficie totale. Vous collez à l'intérieur le loyer, électricité, eau, gaz, je ne dois pas oublier grand-chose. OK. La Livebox, vous essayez de la mettre au nom de votre société pour récupérer la TVA. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, récupérez style 70, 80%, si bien évidemment c'est la quantité que vous utilisez. Hein. Maintenant, si c'est à titre privé que vous l'utilisez davantage, parce qu'il y a toujours ce truc entre je l'utilise à titre privé ou j'utilise à titre professionnel, et donc il faut faire bien évidemment une quote-part. 80% à titre professionnel, moi, ça ne m'étonne pas, étant donné que généralement, quand on est entrepreneur, c'est plutôt 24 sur 24. Donc concrètement, vous devez faire des choses
Après, si demain vous avez un contrôle fiscal et qu'on trouve que vous avez exagéré peut-être un peu trop, ben, il y aura lieu à discussion. Voilà, c'est tout. Mais si vous maintenez effectivement votre position avec des chiffres et avec quelque chose d'assez rigoureux, ça devrait être pas trop mal. Maintenant, si vous êtes propriétaire, il faut prendre un loyer qui serait celui que vous auriez si vous étiez, je sais pas moi, dans un espace de coworking à louer un truc 6 mètres carrés ou je ne sais quoi. Et puis, bien évidemment, par contre, comme il s'agit de revenus, eh bien, vous aurez des revenus fonciers qui seront imposés au micro-foncier, c'est-à-dire avec un abattement de 30% au passage. Alors, Thomas, voilà, bon, ICAM, j'ai répondu. Radouane, excusez-moi pour le prénom. D'ailleurs, est-ce que la société peut acheter sur Bon Coin? Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, pas d'argent liquide, hein. Alors, je sais que le Bon Coin doit utiliser maintenant un système, d'ailleurs, où on peut vendre et acheter via des systèmes style PayPal. Il faut impérativement le faire. Et Stéphane, effectivement, où je n'ai pas répondu sur les frais de note de restaurant, tu invites quelqu'un. Tu payes avec ta carte bleue. Oui, sur ta note de frais, tu dois marquer le nom de la personne avec qui tu as déjeuné. C'est mieux en cas de contrôle URSSAF et en cas de contrôle fiscal. Thomas, question, SASU domicilié uniquement dans Paris, ok? Travail à domicile, peut-on facturer un loyer ou partir à la société? Alors en théorie, c'est une bonne question. Si tu veux, Thomas, être parfaitement dans les clous, tu dois te retrouver dans une situation où tu vas directement dire que tu as ce qu'on appelle un établissement stable. Établissement stable, ça signifie quoi? Établissement stable, ça veut dire que tu es là, que tu bosses. Normalement, tu devrais payer une CFE supplémentaire, contribution foncière des entreprises. Si tu es à Paris, ça ne devrait pas revenir très cher. Maintenant, on est dans une situation un peu particulière avec le Covid. Et honnêtement, entre les confinements, les trucs à droite, à gauche, bon, ça me laisse un peu perplexe quant à la suite des événements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui mettrait ses frais qu'il a chez lui parce qu'il est une situation de confinement, j'ai du mal à voir l'administration fiscale venir lui dire, attendez, vous auriez dû faire une CFE, et à la fois payer une contribution foncière aux entreprises et à la fois mettre un établissement stable. Ce serait plutôt malvenu. Mais si on veut maintenir cette situation, avoir directement quelque chose chez soi, c'est quand même mieux. Et ça n'empêche pas d'être en domiciliation par ailleurs. Et peut-on facturer un loyer ou partiel à la société? Oui, pour les deux raisons que j'ai données. Fabrice, je suis propriétaire à Pôle emploi, mon siège est chez moi. Tu es propriétaire à Pôle emploi. Bon, ça me paraît un peu bizarre. Bon, mon siège est chez moi. Je risque d'avoir des revenus grâce à la location et d'être pénalisé par Pôle emploi. Non, Fabrice, parce que je rappelle, Fabrice, que Pôle emploi, tu es obligé de t'actualiser pour chaque mois dire si tu as eu des revenus en tant que salarié, non pas en tant que propriétaire foncier. Dans l'absolu, tu pourrais avoir 1 million d'euros de revenus fonciers et être en Pôle emploi, ce n'est pas interdit. Hein, donc, pas de souci. Greg, oui, c'est ce que je fais. Bravo. Thomas, j'ai lu que ce n'était pas possible, sauf si la société est domiciliée chez soi, du coup. Non, Thomas, et c'est pour ça que je dis, il faut normalement que tu aies ce qu'on établit, c'est un établissement stable. Je rappelle, tu peux avoir siège social et tu peux avoir autant d'établissements stables que tu le veux. La difficulté, le problème, c'est que normalement, fiscalement, tu devrais payer une CFE au lieu où tu te trouves. Voilà, Thomas, l'explication exacte. Voilà, voilà, Stéphane, ok. Greg, pardon, dans mon cas, c'est effectivement domicilié chez moi. J'ai bien compris, Greg, c'était une petite blague. Et Fabrice, la virgule, bien évidemment, j'avais bien compris que tu n'étais pas propriétaire à Pôle emploi. Ça me semble un petit peu complexe. En tout cas, je ne te le souhaiterais pas. Donc, on va commencer maintenant par les indemnités kilométriques. Au même titre que les notes de frais, les indemnités kilométriques sont le véhicule que vous êtes propriétaire, pas possédé, parce que possédé, ça veut dire qu'on l'a, mais ça peut être à la belle-mère, justement, tout à l'heure, je voyais effectivement quelqu'un qui m'en parlait. Ça peut être aussi à votre père, à votre frère, à votre sœur, je ne sais à qui. Non, c'est obligatoirement votre carte grise, votre nom qui va figurer dessus, ou celui de votre conjoint, de votre conjointe, marié ou pacsé. Mais en tous les cas, si vous n'avez pas ça, c'est mort. Vous ne pouvez pas avoir d'indemnité kilométrique. Enfin, vous pouvez en avoir, mais c'est 5 centimes du kilomètre. Donc, on va oublier tout de suite cette solution. Donc, pensez bien, effectivement, systématiquement, à ce que votre carte grise soit bien votre nom. Sinon, ça ne fera pas. Et donc, dans les ICA, au même titre, quand je prends 100 € d'ICA, ça me permet d'avoir l'économie
de l'impôt sur les sociétés, si bien que finalement, je me retrouve avec un coût réel qui va être égal à 85 ou 72 euros. C'est comme les notes de frais, sauf que ce n'est pas la même chose. Il faut faire gaffe, bien évidemment, aux véhicules. Alors, j'ai parlé de véhicules, style voiture, mais ça peut être bien évidemment des motos. Si vous êtes, alors pareil, sur Doux, nous avons un module qui est capable de gérer autant de voitures que vous voulez, autant de motos que vous voulez, et autant de vélos que vous voulez également. Enfin, tout est possible. Mais en tout cas, faites très attention tout systématiquement que le bien, enfin le véhicule en l'occurrence, vous appartienne. Je reviens aux questions. Claire, je suis dans une maison et mon bureau est dans le garage de 20 mètres carrés. Est-ce que je vais payer beaucoup de CFE? Alors, Claire, eh ben, ça dépend où tu habites. Si tu habites à Paris, tu paieras moins cher que si tu habites à Lyon. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis lyonnais. Hein. J'aimerais en tous les cas que le maire de Lyon m'écoute pour diminuer la CFE en Lyon parce que la région Rhône-Alpes est relativement chère. Donc, tout dépend de la région, etc. Donc, ça peut aller de 50 euros à 300 euros par an. Voilà, c'est aussi simple. Voilà. Et Claire, pense en tous les cas que quand tu t'installes dans ton garage, si tu dois remettre un coup de peinture ou autre chose, fais-le faire par ta société qui prendra sa charge et qui récupérera la TVA par la même occasion. Polo, est-ce qu'il y a une limite de temps pour avoir une domiciliation de la société à domicile? Alors, c'était une question qui se posait notamment pour ce qui était de la location, des gens qui étaient dans des locations, et il y avait une époque, il fallait demander au propriétaire ou à la copropriété si on avait le droit. Puis entre-temps, on a eu un ministre des Finances qui est même devenu président, qui s'appelle toujours d'ailleurs Sarkozy, et qui a fait balayer tout cela. En théorie, quand vous êtes dans une espèce de copropriété, pendant 5 ans, vous y avez droit à partir du moment où il n'y a pas d'espace de stockage, à partir du moment où vous ne recevez pas de la clientèle en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que vous comprenez bien que le mec qui s'installe qui a une jolie, un petit appart sympa et qui décide, je sais pas moi, de faire dentiste, par exemple, pour la copro, ça va devenir juste infernal avec le nombre de gens qui pourraient venir. Maintenant, pour la plupart d'entre nous qui sommes entrepreneurs, c'est quand même relativement rare de faire venir 3 à 4 patients ou clients par heure. Donc, tant qu'on respecte ça, on est peinard pendant les 5 ans. Après les 5 ans, en théorie, on peut se poser cette question. Moi, je connais des personnes, ça fait 15 ans qui sont là, ça n'est jamais rien passé. Donc, voilà, très exactement, entre la théorie et puis la pratique également pour l'autre. Vicentissa, si le véhicule est en LOA, mon nom est indiqué dessus, mais c'est crédit par le propriétaire et ça c'était. Ouais, c'est juste, mais c'est bon parce que c'est toi qui payes le LOA. Donc oui, tu peux. Nicolas, coucou Nicolas, si un collaborateur fait des ICA avec un véhicule qu'elle emprunte à son frère, ok, je risque quelque chose comme président de SASU en cas de contrôle fiscal? Oui. Oui, tout à fait. Parce que toi, en tant que président de SASU, si c'est ton collaborateur qui est salarié, eh bien, tu es tenu de lui demander sa carte grise et tu ne peux pas lui payer ses indemnités kilométriques au prix où tu lui payes. Tu devrais prendre simplement les frais d'essence et là, c'est 5 centimes du kilomètre. C'est à peu près tout. Voilà, Nicolas. Donc, oui, Nicolas, ton collaborateur risque un contrôle fiscal, tout simplement, toi par la même occasion, et généralement, il communique avec l'URSSAF, et l'URSSAF te fera un gentil redressement comme avantage en nature qui est donné auprès de ton salarié. Donc, voilà très exactement le grand principe. Gilles, j'ai un scooter et une voiture. Quelle part je peux affecter au niveau de mes coûts d'assurance, entretien, réparation? 0. C'est aussi simple que ça. Si ton véhicule, si tes véhicules sont à l'intérieur de ta société, tu peux prendre tous tes cas d'assurance, entretien, réparation. Si maintenant ils sont à toi, ta société peut en prendre 0. Elle te remboursera simplement les indemnités kilométriques. Tu ne peux en aucun cas faire prendre en charge par la société assurance, entretien, réparation à partir du moment où ton véhicule n'est pas inscrit à ce qu'on appelle à l'actif du bilan ou est pris en LOA ou s'il est pris en location financière. Quentin, puis-je domicilier ma SASU à l'adresse de mes parents? Oui. Oui, il n'y a aucun souci, Quentin. Tu peux l'adresser là où tu veux à partir du moment où le propriétaire va te donner la possibilité de le faire. Tu n'as aucun problème. Voilà. Fabrice, peut-on attendre la fin de l'exercice pour les notes de frais liées au matériel et rembourser une location de bureau? Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle l'engagement de l'exercice, de tes charges. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans le bon exercice comptable. Mais tu peux attendre la fin de l'exercice, no problème. Franchement, 0. Même en frais réels versus annuité kilométrique. Alors, Dial, fais des frais réels, bon courage.
Moi, je ne sais pas comment faire des frais réels sur un véhicule. Enfin, je sais dans l'absolu, en théorie, mais je sais qu'en cas de contrôle fiscal, ça ne tient pas une cacahuète. C'est très difficile à pouvoir prouver. Très, 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 très compliqué. Surtout si tu es, comme par hasard, au-dessus des MD kilométriques, autant te dire qu'ils ne vont pas apprécier franchement. Pascal, quel justificatif prévoir pour démontrer l'existence réelle des kilomètres effectués? Zéro. Tu n'as pas besoin. La seule chose, c'est une question de forme. Tu dois noter dans… Alors nous, on a un petit module ICA où tu marques le nom de ton client, ce que tu as fait et la date. Point barre, c'est suffisant. Maintenant, si tu veux mettre un petit peu de réalité à tout cela, c'est bien évidemment de penser de temps en temps, si tu te trouves à 300 km, de faire un plein d'essence avec ta carte bleue, puisque je rappelle, l'essence ne rentre pas dans ces cas-là dans les charges de la société, histoire de montrer à l'administration fiscale que tu te trouvais là. Tu vois, voilà. Alors, pourquoi je dis ça? C'est notamment pour les gens qui font beaucoup de kilomètres, parce que certains d'entre nous, moi j'ai eu un père qui faisait, accrochez-vous, 120 000 kilomètres par an. Il était représentant de commerce, je ne le voyais jamais, mais de façon très concrète, on se retrouvait dans des situations avec un nombre de kilomètres juste invraisemblable. Et aujourd'hui, dès que vous dépassez 60 000 kilomètres, je peux vous dire, l'administration fiscale, en cas de contrôle, va rejeter déjà par définition en disant juste, c'est pas pensable. Donc maintenant, vous allez devoir démontrer, et c'est là où c'est sympathique de pouvoir avoir fait des kilomètres, enfin, d'avoir fait des pleins d'essence, en tout cas, à l'extérieur de chez soi. Et puis, bien évidemment, de bien vérifier, quand vous faites vos vidanges, etc., qu'il y a le nombre de kilomètres qui va être réellement effectué. Jean-Christophe, j'ai un véhicule de fonction pris en charge par la société. OK, est-il autorisé d'avoir en plus un vélo électrique de fonction? Ouais. Parce que Jean-Christophe, c'est ton choix. Si tu pars du principe, effectivement, que ton vélo électrique, entre parenthèses, de fonction te permettra d'aller peut-être plus vite, de façon plus saine ou autre chose, c'est ton choix. C'est pas celui d'une administration, d'accord? C'est ce qu'on appelle, ils peuvent pas, c'est une décision de gestion, ils peuvent pas s'y opposer. Après, bien évidemment, si ton vélo vaut 100 000 euros, oui, là, ils pourront dire, c'est peut-être un peu disproportionné. Mais bon, à ma connaissance, les vélos électriques, ça ne coûte pas cette fortune-là. Polo, dans le cas où le siège social n'est pas à mon domicile, OK, est-ce que le nombre de kilomètres peut être en fonction de la distance du siège de la société de mon client? Oui, normalement, c'est le cas. Mais bien évidemment, Polo, qu'on soit clair, si tu as trouvé effectivement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que tu te trouves à Marseille, et que tu as élu domicile de ta société à Paris et que le gars se trouve en Aix-en-Provence, tu ne vas pas lui facturer Paris à Aix-en-Provence. Ça ne marchera pas, ça. Il faut quand même que ton siège social ne soit pas trop loin. En tout cas, il faut pouvoir l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut toujours rester raisonnable. Voilà comment on peut tomber dans l'abus. C'est à partir du moment où on fait des choses qui ne sont pas raisonnables. Voilà. Bon, je vois que vous êtes super actifs. C'est nickel. On continue. On va continuer. Là, vous allez pouvoir sortir vos mouchoirs. On va parler des salaires. Alors, les salaires, bien évidemment, c'est, je tendance à dire, la bête noire, un petit peu en termes de coût, mais on va quand même parler de 2-3 trucs. On va parler comme du minimum. Un minimum entre la validation des trimestres de retraite, les taxes PUMA, les indemnités journalières. Pourquoi? Parce que quand, souvent, et je pense notamment à tous ceux qui sont présidents de SASU à l'impôt sur le revenu et qui ne se donnent pas de salaire. Vous savez que quand on est à SASU à l'impôt sur le revenu, on peut se donner des salaires. On l'oublie parfois. Quand on est en SASU à l'IS, on peut le faire. Alors bien évidemment, mon discours là, tous ceux qui sont actuellement à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, vous pouvez fermer vos oreilles ou les ouvrir simplement pour vous dire voilà ce qui va se passer après. Mais si vous êtes à l'ARE, vous n'êtes pas concerné par ça. Si vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas concerné par ça. Si vous avez un job à côté, en plus d'être président de votre SASU non rémunéré, vous n'êtes pas concerné par cela. Et par contre, pour tous les autres qui bientôt vont avoir qui n'auront plus l'ARE, qui ne sont pas à la retraite, qui n'ont pas un job à côté, eh bien, je ne peux que leur dire, faites attention, essayez au moins d'avoir 600 heures de SMIC à l'année, ça fait à peu près 6 090 €, 10,15 € le SMIC horaire. S'il y avait 6 090 € bruts à l'année, répartis sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 salaires, mais pas un, vous validerez vos 4 trimestres de retraite. Okay, comme ça, au moins, on est peinard. C'est que dalle, il faut y penser. Taxe PUMA, c'est encore autre chose. Taxe PUMA, si vous n'avez pas 8 300 €, je crois, approximativement, de revenus fiscal
vous et votre conjoint ou conjointe, dans votre foyer fiscal, alors si vous êtes seul, il n'y a que vous, hein, forcément, et que vous n'avez pas l'ARE et tout ce qui va avec, eh bien, vous risquez d'avoir une taxe. Une taxe qui sera égale à 8,5% sur tous les revenus que vous pouvez avoir par ailleurs. Si vos revenus sont supérieurs à 20 000 euros et qu'il n'y a pas de rémunération au-delà de 8 030 euros, ils viendront servir sur les dividendes, sur les revenus fonciers, etc. Donc, pensez à ça. Et puis, le troisième, c'est les indemnités journalières. Quand on est président de SASU, on ne peut pas dire simplement, tiens, bah, c'est super cool, si je suis malade, je vais être remboursé. Bah, faux. Si vos IJ sont toujours calculés sur un salaire, si vous avez zéro, bah, vous aurez X pourcentage de zéro. Donc, pensez bien, effectivement, à avoir un minimum de salaire, histoire au moins de valider ces trois systèmes, de ces trois bulles pour être tranquille. J'appelle aussi, j'en profite parce que certains d'entre vous sont à l'ACRE actuellement, il y a l'ARE, hein, donc c'est-à-dire un système d'aide au retour à l'emploi. Certains ont moins de 12 mois d'ancienneté à l'inscription pour l'emploi, ça veut dire qu'ils sont peut-être dans leur phase encore de portabilité de prévoyance. Pensez bien qu'au maximum 12 mois après votre inscription en Pôle emploi, portabilité, crac, crac, fini, il n'y en a plus. C'est-à-dire que si vous arrivez à un pépin majeur, alors je ne parle pas de la boîte de Médoc, du Doliprane ou je ne sais quoi, que vous serez remboursé 3 centimes de plus ou moins, tout ça, on n'en a rien à foutre, hein, on est bien d'accord. Je vous parle de l'accident majeur qui vous rend paraplégique ou une connerie comme ça, enfin, ce serait juste terrible, eh bien, il n'y a plus rien pour vous assurer. Ça, faites très attention. Donc, pensez juste avant la fin de votre portabilité d'aller voir votre assureur préféré, votre courtier préféré et de lui dire je veux m'assurer, non pas sur des revenus puisque je n'en ai pas, mais être sur un montant de rente ou un montant de capital. Pensez à cela par pitié parce que c'est le genre de truc con qui fait qu'après vous êtes, enfin j'ose même pas penser tout ce qui peut arriver derrière. Donc voilà, ça c'est déjà au moins le premier point. Polo, quel est le minimum de salaire pour valider mes trimestres de retraite? 6 090 euros bruts à l'année. Voilà, très exactement. Jamy, en retraite, doit-on quand même se verser un salaire pour éviter la PUMA? Non. Non, il n'y a pas besoin, Jamy, puis c'est un peu cuit. Hein, quand tu as ta retraite, en théorie, c'est cuit. Et puis, pour éviter la taxe PUMA, il faudrait que tu aies d'autres revenus par ailleurs. Donc, voilà un petit peu le point. Mais il faut avoir ces fameux 6 030 euros. Non, un petit peu plus, je te raconte des bêtises, 8 030 euros à l'année. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé du coup, un bon assureur pour la prévoyance, oui. Ouais, Fabienne, si tu veux un nom, peut-être que je te passerai peut-être un lien tout à l'heure. Le coût du salaire, on va y répondre tout de suite. Quand tu veux avoir 100 euros net en tant que salaire, tu es obligé d'avoir un brut déjà. Hein. Vous avez tous remarqué, vous avez tous eu un bulletin de salaire un jour dans les mains et le brut n'est jamais égal au net. Entre-temps, c'est le revenu salarial. Donc, en haut, il me faut 129 euros pour avoir 128 euros pour avoir 100 euros. Et sur ces 128 euros, je vais calculer mes charges patronales qui sont égales à 58, si bien que mon coût pour avoir 100 euros, ça fera 100 plus 28 plus 58, c'est-à-dire 186 euros. Ça fait une somme, hein, n'ayons pas peur de dire les choses. Mais bon, c'est ce qui vous permet de valider votre retraite, c'est ce qui vous permet d'avoir une prévoyance, c'est ce qui vous permet de dire le jour où il vous arrive un pépin, heureusement qu'on est en France. Voilà, c'est à peu près ça. Mais à côté, vous pouvez avoir une économie d'impôt sur les sociétés qui, comme tout à l'heure, sera égale à 15 ou 28%, c'est-à-dire 28 ou 52 euros. Et finalement, le coût réel que vous allez supporter sera de 158 euros ou de 134 euros. Ça veut dire que pour avoir 100 euros, ça coûte à la société 158 ou 134, très exactement, qui arrive. Voilà très exactement le point du coût du salaire. Et donc, il y a un coût qui est quand même relativement élevé. Alors, je vous rassure, tout à l'heure, on fera un point. Et Claire, je répondrai à ta question à la fin, au moment de la conclusion, si tu veux bien. Les dividendes, maintenant, on change carrément de braquet parce que autant les salaires avaient un impact sur l'impôt sur les sociétés, autant les dividendes se donnent après l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire une fois qu'on a fait le calcul du résultat, etc. Premier point, déjà, pour avoir des dividendes, je rappelle qu'il faut avoir fait un premier bilan. Tant qu'on n'a pas fait de premier bilan, on ne peut pas avoir de dividendes. C'est con, mais c'est comme ça. Un premier bilan, ça peut être 3 mois, hein, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois. Il faut faire un premier bilan. Deuxième point, il faut avoir un résultat positif.
ou prendre dans ce qu'on appelle des réserves, autres réserves ou des reports à nouveau des années antérieures. Par exemple, on a notre troisième, quatrième année, on n'a pas toujours pris tous les dividendes, donc là, on est tranquille. Il faut faire une assemblée générale ordinaire. Il faut choisir entre la flat tax et la CSG. On en parlera juste après. Et là, hop, on a droit à la distribution des dividendes. Donc, au moment, je vous disais, de passer percevoir l'argent, et avant, c'est-à-dire que vous êtes là, ça c'est la société, et entre les deux, eh bien, il y a l'État qui va dire, vous choisissez quoi? Est-ce que vous choisissez le régime de principe, c'est la flat tax? Flat tax, c'est 30% et vous êtes peinard, plus de CSG, plus de CRDS, plus d'impôt sur le revenu, plus rien du tout. Ou est-ce que, au contraire, vous choisissez plutôt la CSG, c'est 17,2%, et ensuite on vous donne un abattement de 40% et vous déclarerez dans votre imposition les 60% restants du dividende brut, c'est-à-dire là en l'occurrence, tout à l'heure, effectivement, 142, on va le voir. C'est des questions qu'on se pose pour faire ultra simple. Si ici, vous choisirez, si vous êtes non imposable ou si vous avez la première tranche d'imposition, voire la deuxième, faites attention, ça monte dans les tranches. Et pour tous les autres, c'est la flat tax, c'est le régime de principe qui devra s'appliquer. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, pour quelqu'un qui choisit la flat tax, il lui faudra 142 € de brut. 142 fois 30%, ça fera 42 €. Donc, bye-bye les 42 €, ça va directement au trésor public. Et puis, il y aura 100 € de dividendes qui seront reçus par l'associé au niveau du net. Si je ne suis pas suffisamment imposable, je vais plutôt choisir la CSG et je vais me retrouver dans cette situation que, eh bien, 21 € qui se barreront à la CSG, ça me coûtera à la société que 121 € et moi, j'aurai toujours mes 100 €, très exactement. Alors, Hicham, sur les dividendes de la CSG récupérables, une partie, oui, on est tout à fait d'accord. Enfin, en déductibilité, qu'on soit tout à fait d'accord. Deuxième point, et dernier, juste avant qu'on fasse un petit récapitulatif, c'est le compte courant et son remboursement. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du compte courant. Trop souvent, il y a des gens qui font des trop gros capitaux alors que ça ne sert à rien. Ils ont un capital social à 30 000 €. Je me dis, mais ça sert à quoi? Si tu ne fais pas d'emprunt, à quoi ça sert d'avoir un capital? Mais parce qu'ils ont été obligés de mettre de l'argent pour démarrer. Et moi, je dis, non, en ces cas-là, il faut mieux avoir un capital à 3 000 € et les 27 000 € le mettre en compte courant. Pourquoi? Parce que le jour, je rappelle, le capital comme le compte courant, c'est l'argent qu'on met dans la société. La société va l'utiliser directement, elle va pouvoir en faire ce qu'elle veut. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si un jour, tu veux récupérer ton compte courant, bah, tu te fais un chèque ou un virement, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça revient automatiquement et gratuitement, alors qu'on ne peut pas se rembourser le capital. Il faut se donner soit des salaires, soit des dividendes. Et dans ces cas-là, ça coûte toujours plus cher. C'est pour ça que le remboursement du compte courant, 100 € de remboursement de compte courant est égal à 100 € pour la société. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est super basique. Et le coût du remboursement, finalement, fait qu'il y a une synthèse que si on est imposable et qu'on veut 100 € net d'impôt, combien ça coûte à ma CS? C'est la question que je pose et je vais vous délivrer ça tout de suite. Eh bien, pour avoir 100 € net, quand on est imposable soi-même, eh bien, pour une note de frais, ça coûtera à la société 85 € parce qu'il n'y a pas d'imposition et 72, quand l'IA c'est à 28. Ça coûtera en ICA 85 €, ça coûtera en remboursement de compte courant 100, ça coûtera en dividende 142 € à la société, parce que je rappelle, on est après très exactement l'impôt sur le revenu, et 186 € à ma société, si je tiens compte bien évidemment d'imposition. Alors jusque-là, on pourrait regarder que ça, mais moi je vous invite à décaler un petit peu et regarder avec l'œil de l'IS à 28%. Vous voyez toujours que, bien évidemment, alors les notes de frais, les ICA, c'est topissime, 72 €, ça coûte que dalle, ça coûte moins cher que ce qu'on a donné. Par contre, vous remarquerez qu'à la fin, les dividendes, ça ne bouge pas, c'est toujours 142 parce que c'est après IS et que les salaires sont à 158. C'est pour ça que quand on me présente les dividendes, parfois comme étant le Saint Graal, en disant « c'est génial », etc., ou certains qui disent « je me mets en SS parce qu'en SRL, on ne peut pas toucher le dividende », je dis « hop, 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 hop ». Réfléchissez bien, parce que les dividendes ne sont pas le Saint Graal. Les dividendes, ça donne simplement que de l'argent, et ça ne donne pas ni de la retraite, ni de la prévoyance.
Et donc, on voit bien que la différence de 16 euros, alors vous allez me dire, ça fait quand même 12-15%, c'est énorme. Ben, ce n'est pas tant que ça quand on sait tout ce que ça représente. C'est pour ça que j'invite d'ailleurs tous les gens, une fois qu'ils ont utilisé la totalité de leur ARE, de l'ACRE et tout ce qui va avec, de se poser la question s'ils doivent rester sous un format de président de SASU et éventuellement pas de se mettre en gérant EURL. Bon, c'est d'autres débats, c'est un autre webinaire que j'anime aussi, et puis j'ai toujours des webinaires qui parlent de est-ce qu'il faut se mettre plutôt en SASU ou en URL. Alors, quelques questions supplémentaires. Alors, Nicolas, y a-t-il une limite en termes d'apport personnel? Non, Nicolas. Tu peux y aller comme tu veux, tu peux mettre tout l'argent que tu veux au sein de ta société, personne ne pourra te le reprocher. IKEA, l'option flat tax est obligatoire dans certains cas. Alors, elle est de rigueur déjà, d'une part. Et donc, pour ne pas effectivement, pour ne pas l'avoir, il faut être dans une certaine situation avant. Et chaque année, tu peux changer entre l'option flat tax ou plutôt la SSG. Jean, y a-t-il un coût pour faire une assemblée exceptionnelle de dividendes d'un SASU? Imaginons 1er mars alors que la clôture était au 30 décembre, je ne suis pas sûr de mon choix au 31 décembre. Alors, concrètement, Jean, tu peux faire autant d'assemblées générales que tu veux en cours d'année pour te distribuer des dividendes. Si c'est ça ta question, c'est open bar, d'accord? Tu peux en faire 12 si tu as envie. Est-ce qu'il y a un coût? Alors, vis-à-vis du greffe du tribunal de commerce, non, parce qu'il y en a une seule, alors ça coûte à peu près dans les 47 euros, je crois, de mémoire, où il faut déposer l'Assemblée générale d'approbation des comptes qui décide notamment de la distribution des dividendes. Mais pour toutes les autres distributions de dividendes, tu n'as pas besoin de renvoyer au greffe et donc tu auras 0 de coût, très exactement. Il te suffit juste de faire une assemblée générale. Bien évidemment, si tu te donnes des dividendes, tu payeras quand même la CSG et tout ça, ça tu échappes pas, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Et il faudra, alors je ne sais pas si c'est toi qui fais l'assemblée générale ou si c'est des gens comme nous qui le faisons, et tu auras un petit coût, en tout cas, qui sera effectué. Je ne sais pas si Jean, je réponds à ta question, n'hésite pas en tout cas. Thomas, si on fait une fiche de paye salaire une fois, est-on obligé d'en faire chaque mois par la suite? Ah Thomas, mon Dieu, oui. Peut-on baisser le montant d'une fiche de paye entre 2 mois? Oui, également Thomas. Alors pourquoi je réponds aussi à ta question? Parce que franchement, c'est vrai que ça paraît complètement débile, n'ayons pas peur des mots, hein, d'être obligé de se faire des putains de salaires à zéro. Parce que tout simplement, une fois que tu es embringué dans le système de l'URSSAF, l'URSSAF va te réclamer ce qu'on appelle une DSN. Alors, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ça dépend le rythme qui est fait. Et donc, tu es obligé ensuite de sortir du putain de salaire à zéro et de la DSN à zéro. Pourquoi? J'en sais rien. Par contre, rien ne t'interdit effectivement d'avoir 10 000 euros au mois de mars et au mois de janvier et au mois d'avril, mes excuses, d'avoir 500 euros. Aucun problème. Je rappelle, Thomas, quand on est président de SASU, on est mandataire social. Quand on est mandataire social, on n'est pas soumis au code du travail. Donc, le code du travail, tu le prends, tu peux le jeter, ça ne te concerne pas du tout. Pascal, est-il possible de faire 2 fiches de paye distinctes, président et responsable technique, par exemple, pour bien distinguer les fonctions vis-à-vis du CIR? Alors, Pascal, c'est une excellente question qui va bien au-delà de ta question, en fait. Je m'explique. Et elle est très intéressante. Avoir 2 fiches de paye, ça voudrait dire qu'on pourrait, alors si c'est pour avoir 2 fiches de paye, et dans les 2 cas de figure, on a un contrat de travail d'un côté et de l'autre, on pourrait dans l'absolu, avoir un contrat de mandataire social et un autre contrat qui soit de salarié. Fais-le valider auprès de Pôle emploi hein, pour savoir si ça colle. Et oui, dans ces cas-là, ce serait possible. Et donc, je comprends ta situation avec le CIR, même si, à mon avis, il n'y a pas qu'un bulletin de salaire qu'il faut démontrer, mais pourquoi pas? Why not? Ouais, c'est possible. Encore une fois de plus, si les deux ne sont pas soumis à Pôle emploi, tu n'as aucun risque, puisque je rappelle encore une fois de plus, tu ne dépends pas du code du travail. Jean. Non, les questions ont été plus vite, excusez-moi. ICAM, je n'ai pas compris le paiement SSG de 17,2. Hein. Est-ce que cela concerne que la SASUIS uniquement ou la SASUIR? La SASUIR n'est pas concernée du tout pour la bonne et simple raison, c'est que les dividendes ne sont pas du tout taxés. Parce que tout simplement, avant, ton BIC a été taxé intégralement, que tu aies pris ou pas. Donc, quand tu récupères les dividendes, ça coûte 0 puisqu'ils ont déjà été taxés préalablement.
Jean, autre question apport. Je peux récupérer mes apports compte courant depuis mon compte pro quand je veux ou bien je dois attendre la clôture de mon exercice d'abord? Tu fais ce que tu veux, Jean, tu la récupères quand tu as envie, sauf, bien évidemment, si tu as signé auprès de ta banque une convention de blocage de ton compte courant. Mais s'il n'y a pas cela, c'est open bar, tu peux l'ouvrir 3 jours après la création de ta société, 1 an après, 10 ans après, c'est toi qui choisis, Jean. Stéphane, est-ce qu'il y a une règle simple pour choisir entre flat tax et CSG? Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on a 0, on prend plutôt la CSG. Quand on est plutôt première tranche, on prend toujours CSG. Quand on est deuxième tranche d'imposition, ça commence à se calculer. Et est-ce qu'on peut estimer qu'à partir d'un certain montant, le flat tax est plus intéressante? Non, c'est super difficile de dire ça parce que ça dépend de ton foyer fiscal, si tu es marié, si tu as des enfants, etc. Il y a plein d'éléments. Mais je rappelle, vous avez impôt.gouv.fr et vous pouvez le faire. Juste un petit rappel, quand on choisit la flat tax, c'est pour l'année. Quand on choisit la CSG, c'est pour l'année. Mais on ne peut pas dire telle opération passe en flat tax et telle autre, la même année, place en CSG. Ce n'est pas possible. Nicolas, augmenter mon capital en vue de faire entrer des associés dans 12-18 mois. Si j'augmente le capital initial que tu m'avais conseillé de mettre, quid des relations entre montant des capitaux propres, sachant que j'ai une perte de 25 000 € cette année et avait 50 de réserve. Alors, tu peux augmenter ton capital quand tu veux. Déjà, ça, c'est pas interdit, effectivement. Et l'augmentation de capital, on le fait par ce qu'on appelle avec une prime d'émission. Donc, même si on a une perte en tant que telle, c'est pas dramatique, puisque ce que j'aurais tendance à te dire, Nicolas, essaye, prends tes 50 000 € de réserve, prends tes 25 000 au moment d'affectation de perte, tu les balances, tu les compenses avec ta réserve, si bien pour faire disparaître définitivement, ce sera plus joli déjà d'un point de vue esthétique, hein, on a l'impression que je fais de l'UX design dans la comptabilité, c'est un peu le cas quand même, et donc n'hésite pas en tout cas à faire ça, cette première opération. Deuxième, quand tu as augmenté ton capital, tu donnes une valeur de ta société qui n'est pas celle de tes capitaux propres, ça te permet d'augmenter et d'avoir une prime d'émission. Augmentation de capital, prime d'émission, et après ta prime d'émission, tu la mets dans ton capital. Et pouf, ça permet, dans ces cas-là, d'être tranquille. J'étais un petit peu rapide, Nicolas, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. Kevin, je vais profiter de l'ARE toute l'année 2021 et ouvrir ma SASU. Quand je vais toucher mes dividendes à la fin de l'année, est-ce que Pôle emploi me fera un rattrapage par rapport au fait que je touche l'ARE plus des dividendes en fin d'année? Alors, si tu es en SASU, les risques sont peu probables parce que c'est souvent des questions qu'on pose. Ah oui, les dividendes, il y a un côté un peu moralisateur. Je touche des dividendes, pourquoi je touche l'ARE? Bon, ok. Alors, en SARL, c'est mort parce que dès qu'on dépasse les 10% de capital, c'est considéré comme des salaires et c'est la raison pour laquelle Pôle emploi pour revenir dessus. Quand on est en SASU, il y a deux mondes. Il y a le salarié, président, et il y a les associés qui touchent les dividendes. Bon, parfois c'est le même, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc actuellement, oui, il y a des gens qui réfléchissent auprès de Pôle emploi pour mettre les dividendes. Mais pour l'instant, on m'a sorti aucun texte, en tous les cas, qui est contraire. Et je peux comprendre que ça choque la moralité de certaines personnes, mais je ne vois pas en quoi. En tout cas, la loi est la loi, donc tu pourras prendre ces dividendes quand bon te semble. Mais encore une fois de plus, Kevin, réfléchis effectivement, tu as tellement de choses que tu peux mettre en avant, ça pourrait être pas mal. Pascal, j'imagine que l'apport en compte courant peut être rémunéré sous forme d'intérêt. Oui. Y a-t-il des limites pour ces intérêts? Oui. Ça s'appelle en fait le TRBO, taux de rendement brut des obligations. C'est un pourcentage qui est calculé en fonction du taux de rendement légal, entre parenthèses. Pour te donner une idée, c'est 1,5% peut-être, je crois, pour l'année. Quand tu vois et puis après, tu es obligé de prendre la flat tax et payer la CSG ou de payer la CSG. Franchement, je ne suis pas persuadé effectivement que ce soit le truc de s'enquiquiner la vie pour se donner des intérêts. Et si tu donnes au-delà du taux d'intérêt légal, dans ces cas-là, tu vas payer encore une taxation supplémentaire. À voir et à réfléchir. Je vous ai parlé effectivement des salaires et tout ce qui allait avec. On continue, comme le programme est un peu chargé. Si je ne suis pas imposable maintenant, si je veux 100 € combien ça coûte à ma SAS, bon, c'est exactement les mêmes calculs avec bien évidemment quelque chose. Et là, vous remarquerez par contre une chose qui est notable, c'est qu'à la fin, la différence entre les dividendes et les salaires est tellement fine que franchement, là, on peut se poser la question de l'intérêt de se donner des dividendes. Franchement. Parce qu'entre 121 et 134, c'est tellement fin.
que ce n'est pas nécessairement le meilleur des plans. Mais vous remarquerez toujours que notre de frais ICA, c'est plutôt pas mal. On change de sujet complètement. On reviendra tout à l'heure si vous avez d'autres questions. Je sais, Claire, que tu m'as posé une question, je penserai à toi. T'inquiète pas. Et je vais parler de l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est quoi? Ça nécessite un vrai salarié. Je vous rappelle que quand vous êtes président de votre SASU ou de votre SAS ou que vous êtes gérant minoritaire, vous n'êtes pas salarié. Vous êtes assimilé salarié. Ça veut dire qu'on vous a reconnu comme étant inscrit auprès du régime général de la sécurité sociale, mais vous n'êtes pas salarié. Et c'est pour ça que ce que je vais vous dire, ça nécessite un vrai salarié. Alors, un vrai salarié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en CDI à 39 heures, ou à 35 heures, ou à 30 heures, ou à 20 heures, ou à 10 heures, ou à 5 heures par mois. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est un vrai salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un contrat de travail. Donc, ça peut être une personne en CDI, ça peut être une personne en CDD, même en contrat à durée déterminée, ça peut être votre apprenti, ça peut être un contrat par alternance de professionnalisation, ça peut être n'importe quelle personne à partir du moment où il y a un bout de papier qui s'appelle un contrat de travail. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et un conjoint salarié, ça marche aussi du moment qu'il y a un contrat de travail, c'est nickel. Alors, bien évidemment, évitez de me faire à la Pénélope Fillon, qu'il y ait un vrai boulot. Demandez à votre conjoint ou votre conjointe, je ne sais pas moi, de faire de la compta, de faire de la facture, de tenir Doux. Tiens, alors bon, 22 minutes par mois, ce n'est pas grand-chose, mais bon, il peut y avoir des bricoles, des factures, un certain nombre de choses. Vous allez vite vous apercevoir, d'ailleurs, on a des clients qui cartonnent à fond, d'ailleurs, dans leurs activités, qu'un coup de main de temps en temps, ça ne mange pas de pain et ça facilite les choses. Et rien ne vous interdit, bien évidemment, là, de rémunérer votre conjoint, votre conjointe pour le nombre d'heures réelles qu'elle réalise, de la rémunérer en conséquence. Si vous lui donnez SMIC, il y aura 7% de charge patronale, c'est que dalle. Ça peut même lui permettre, même pour quelqu'un qui est au foyer, de pouvoir valider des trimestres de retraite et tout ce qui peut aller avec. Donc, soyez franchement très cool dessus. Il a encore une fois de plus, il n'y a pas d'abus de biens sociaux à partir du moment où il y a un boulot qui est réel. Voilà, c'est aussi basique que cela. Et donc, là, dès qu'on a tout ça, waouh, on ouvre le panorama de l'épargne salariale total avec le plan d'épargne entreprise, l'abondement, les contrats d'intéressement, le PERCO, les CESU, les chèques vacances et tickets restaurants. Il y en a d'autres, mais on va essayer effectivement de le faire. Radouane qui me pose question, avec un salarié, le président de SASU non rémunéré, est-ce qu'il a le droit de participation, d'intéressement, abondement compris? Oui, on va y arriver parce que c'est ça dont il s'agit, bien évidemment. C'est que vous puissiez avoir vous aussi. Alors, j'ai nommé le trio bancaire. J'aurais pu l'appeler le trio assureur aussi parce qu'on peut tout faire par un assureur. D'ailleurs, souvent, ça coûte moins cher que de passer par une banque. Concrètement, on peut avoir un plan d'épargne entreprise. Le plan d'épargne entreprise, c'est vous allez voir votre banque, vous en tant que président de SASU, puis vous dites oh, coucou, je veux ouvrir un PE. OK, ça vous coûtera X euros effectivement à l'année, peut-être 200, 300 euros à l'année. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous prenez à votre charge les frais d'un fonctionnement de compte pour vous et vos salariés. Voilà, c'est aussi basique que ça s'arrête là. Et donc, tout l'argent que vous allez mettre, il pourrait être placé dans des obligations, des actions, enfin, bon, vous savez, tout le bazar qu'on peut trouver. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Bien évidemment, la charge de l'entretien du PE, ça vient en déduction du résultat fiscal de la société. Mais là où ça va devenir bon, c'est que si vous mettez de l'argent, vous, à titre personnel, dans la société peut multiplier par 3. Exemple, je mets 1 000 euros, la société met 3 000 euros. Et là, je me retrouve avec un PE dans lequel j'ai mis 1 000 et finalement, j'ai 4 000 euros. Et les 3 000 euros ont été mis en charge dans la société, pas de charge patronale, pas de revenu salarial. Je bloque pendant 5 ans le fameux PE, pas d'imposition, rien, zéro. Bon, on n'échappe pas à la CSG, toujours comme d'hab, j'aurais tendance à dire, mais il n'y a que ça. Ce qui n'est pas grand-chose quand on a gagné 3 000 euros et en plus, ça a été porté en déduction de votre société. Et si vous avez une naissance, si vous vous mariez, si vous divorcez, bon, un truc un peu moins amusant, si vous commencez à construire, dans ces cas-là, avant les 5 ans, vous pouvez reprendre l'argent. Et pas d'imposition parce que vous rentrez dans ces cases-là. Je vous ai parlé de l'abondement. Le PERCO est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, si vous posez 2 000, la société en donne 6, et le PERCO va vous permettre, vous, au moment de votre retraite, de pouvoir toucher un capital ou une rente. Donc, pensez effectivement à cela.
Ça marche, ça peut s'ouvrir chez un banquier, ça peut se trouver chez un assureur sans aucune difficulté. Je vais parler de l'aléatoire, du contrat d'intéressement, plus complexe à mettre en œuvre, plus intéressant psychologiquement néanmoins. Vous avez fait 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année, vous dites, tiens, si je fais 600 000, je donne 10 000 euros d'enveloppe et on se distribue à tous. Et bien, c'est ça le contrat d'intéressement. Alors, on n'est pas obligé de 500, 600 000. Hein. Ça peut être 50 à 100 000. En ces cas-là, on se donne 5 000. Et donc, le contrat d'intéressement, c'est que vous fixez, vous, des objectifs qui sont aléatoires, c'est-à-dire que vous n'avez jamais encore atteint. Et si vous les atteignez, toute la communauté, entre parenthèses, va le recevoir. Vous pouvez faire vous permettre effectivement de le faire en fonction de certains critères, une répartition différente, en fonction du salaire, en fonction du nombre de personnes qui étaient présentes, etc., etc. Plus complexe dans le sens où on part sur 3 ans, c'est un système qui est plutôt bien foutu et qui, par contre, on déclare auprès de la directe, donc c'est un peu chiant, il faut envoyer un truc à la directe, après la directe pose des questions et après ça part pour 3 ans. Gros avantage, c'est que si vous m'avez un petit peu suivi sur le coup d'avant, c'est que vous pouvez vous arranger pour que le contrat d'intéressement, imaginez, vous donne 1 000 euros, vous le déposez au sein de votre plan d'épargne entreprise qui vous donne directement, en plus, l'abondement multiplié par 3. C'est-à-dire que là, vous avez apporté 0, vous retrouvez 4 000 quasiment gratuitement. C'est plutôt bien foutu. Bien évidemment, il y a toujours des limites dans ce que je dis. Hein. Par exemple, c'est 3 083 euros maximum pour la société et 6 000 et des bananes pour le PERCO. Mais quand vous commencez à mettre les sommes, vous voyez que ça prend un peu de volume. Alors, je vois qu'il y a des questions. Radwan, avec un salarié, le président de SASU, non rémunéré, est-ce qu'il a droit de participation, d'intéressement, abondement compris? Oui, Radwan. Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans un autre monde, en tout cas, il y aura bien évidemment toujours des choses qui se feront proportionnellement, par contre, aux rémunérations de chacun. Mais ça se fait. Philippe, je souhaite embaucher un très bon vendeur, super, que je connais depuis longtemps. Ce problème, il m'annonce qu'il est maintenant en Irlande et qu'il souhaite travailler à distance depuis Irlande. Est-ce que je peux l'embaucher? Est-ce que le PE fonctionnera avec ce type de salarié? Alors, Philippe, aujourd'hui, on vit un monde un peu spécial, hein, on n'ayant pas peur de dire, où tu lui fais un contrat français, il travaille où il a envie. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde où on est tous quelque part un peu virtuels, hein, avec le télétravail et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas fondamentalement interdit. Si tu fais un contrat en France, ce sera bon. Tu pourrais faire un contrat dans l'absolu en Irlande, mais il faudrait que tu montes une boîte en Irlande ou que tu aies ce qu'on appelle une boîte directement avec ce qu'on appelle un point stable. Alors, ça porte un nom un peu particulier, mais bon, c'est fait. Et est-ce que PE fonctionnera avec ce type de salarié? Oui, parce que si les salariés français, ce sera bon. Maintenant, si tu as monté ta boîte en Irlande, etc., là, on ne connaît pas, bien évidemment, qui que ce soit. Radwan, autre question dans la limite 75%. Voilà, est-ce qu'on peut passer tout en bénéfice en participation, etc. Si la formule participation plus la formule d'intéressement dépasse le bénéfice, quelle est prioritaire? En fait, quand tu montes, Radwan, un contrat d'intéressement, tu prévois bien évidemment tout ce qui peut être fait, mais tu mets aussi une contrainte. Une contrainte qui va dire, par exemple, que si tu mets un contrat d'intéressement en route, en aucun cas ton résultat peut être négatif. Tu vois, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué de mettre un contrat d'intéressement, mais c'est hyper efficace pour les gens qui maîtrisent bien cela. Est-ce qu'on peut cumuler PERCO, PE et intéressement? Oui, c'est open bar. Un peu, mais une rémunération quand même. Faut-il un objet particulier pour acheter des crypto-actifs? On arrivera après, on attendra Jean derrière. Alors, j'ai après la tarte à la crème. CESU, chèque cadeau et vacances, c'est ticket restaurant. Bon, on va aller très vite là-dessus. Le CESU, c'est le truc sympa et en plus qui ne nécessite pas de salarié. C'est le seul d'ailleurs hein, de tous. Hein. CESU, c'est un truc super efficace. Vous avez droit à 1 830 € par an, je crois, de chèque emploi-service. Vous savez, c'est ce que vous pouvez, je ne sais pas, faire tondre votre jardin, avoir une femme de ménage, quelqu'un qui va garder vos enfants, etc. Et vous pouvez le payer avec des chèques emploi-service. Eh bien, la société peut vous en acheter pour 1 830 € par an. Voilà. À vous et puis aux autres salariés qui en ont besoin. Chèque cadeau, chèque vacances, ben, comme son nom l'indique, très compliqué les chèques cadeaux. Il y en a une multitude, il y a 12 événements où on peut recevoir des chèques cadeaux. Donc, moi qui suis d'origine, je suis né à Metz, donc en Lorraine, il y a le Saint-Nicolas. Donc, mais
En Lorraine, ils peuvent avoir Saint-Nicolas et Père Noël, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc ils auront de chèques cadeaux. Donc concrètement, on s'aperçoit effectivement que tout est faisable et les chèques vacances, une fois par an, c'est pas des grosses sommes, mais ça peut se permettre. Ticket restaurant, ça n'a pas tellement j'aime pas trop ce truc-là parce que ça enrichit à max les boîtes qui font ticket restaurant et je trouve que ça coûte cher pour les commerçants. Mais sachez en tous les cas que c'est tout à fait faisable. Oui, Fabienne, le trio bancaire se fait avec la banque si on a au moins un salarié. C'est bien ça, tout à fait. Sauf le CESU, là, c'est tout à fait faisable. Nicolas, merci de tes remerciements. L'Europe et la libre circulation des capitaux. Pour optimiser la fiscalité du SASU, il sera intéressant de connaître les détails sur les filiales à l'étranger, au siège à l'étranger, avec filiales en France, intégration fiscale, régime mère-fille au sein de holding. Il faudrait que je fasse un webinaire là-dessus. Mais méfiance, juste un mot, Nicolas, hyper rapide. Dis-toi que l'administration fiscale française regarde de très près, effectivement, la fictivité possible. Alors, des grosses boîtes comme Google, etc., ont des avocats exceptionnels. Ils n'ont pas peur de rentrer sur 10 ans de contentieux. Ils savent qu'ils gagneront quoi qu'il arrive. Si tu te retrouves avec des filiales et que tu remontes de l'argent, et donc il y a des choses qu'on appelle des transferts, etc., qui sont très, très complexes à manier. Grosse méfiance, en tous les cas. Mais c'est faisable. Je terminerai sur un point. Pourquoi la holding? Vous allez voir, c'est un teasing de 2 minutes, hein, pas plus. Pourquoi? Parce que je fais 1 heure de webinaire dessus. Concrètement, la holding, c'est juste pour vous dire un point très, très rapide. Tout ce que je vous ai dit, ça vous permet d'augmenter de 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40% vos revenus grâce à quelques techniques. Ok? Vous allez me dire, bon, c'est déjà pas mal. Moi, je suis en train de vous parler de m'augmenter de 200 ou 300%. C'est ça, la holding, très exactement. Je vais vous mettre simplement la puce à l'oreille. Quand vous commencez à avoir des rémunérations, en règle générale, les rémunérations qu'on reçoit, c'est des rémunérations qui sont faites pour vivre, bien évidemment, mais des rémunérations aussi pour thésauriser, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter un bien immobilier, faire 2-3 bricoles. Or, à chaque fois que vous passez par la case départ, c'est-à-dire vous, en tant que personne humaine, cling, vous repassez par les impôts, systématiquement, flat tax, CSG, CRDS, impôts sur le revenu, et vous passez par les cases sociales, charges sociales, revenus salariales et charges patronales. Bref. Dans tout cela, pouvez-vous dire effectivement que ça finit par coûter cher et que pour avoir 100 €, vous, dans votre poche, finalement, ça a coûté à la société 200. Eh bien, la holding, c'est un truc un peu magique. Parce que la holding, ça peut être votre société actuelle, ça peut être aussi une société au-dessus de la société que vous avez actuellement, et elle peut investir dans une société civile immobilière, et 200 € qu'elle aurait en coût, eh ben, elle va mettre 200 €. Et là, zéro coût. Ça veut dire que vous allez multiplier par 2 dans le minimum des cas, voire par 3 pour des gens qui commencent à toucher une rémunération qui est un peu supérieure. Bien évidemment, il y a une histoire économique à rédiger autour de cela, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut vraiment, vraiment penser. Voilà, j'en arrête là. Si vous voulez vous inscrire, sachez que sur Doux, il y a des réunions 1 fois par mois sur les holdings, que ça attire pas mal de monde, on peut dire ça comme ça, et beaucoup de questions. Alors, je vais répondre à une question de Claire, hein, parce que la pauvre, je l'ai coincée effectivement en haut, je ne sais même plus si je l'ai retrouvée. Ah voilà, comment calculer le montant du loyer pour la convention de mise à disposition, Claire? Eh bien, le montant, Claire, il est relativement simple, il doit être celui que tu devrais avoir si tu louais à quelqu'un d'autre. C'est ça, très exactement. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, on va finir par croire que j'ai des intérêts dans le Bon Coin, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais tu vas sur le Bon Coin, tu regardes combien ça coûterait de louer un nombre de mètres carrés à peu près comme tu l'as, et ben, tu fais cette mise à disposition de convention. C'est aussi basique que cela. Voilà. Thomas, dans quelle mesure Doux accompagne les dirigeants dans la mise en place des solutions? Surtout, voilà, c'est aussi simple que cela. Tu poses la question et hop, on a la réponse. On peut t'aider d'un point de vue juridique, on peut t'aider déjà avant dans le conseil, on peut t'aider sur le plan juridique, sur le plan comptable, sur le plan fiscal, absolument surtout. Et si Thomas, tu veux un code promo, eh ben, j'y arrive tout de suite. Il n'y aura pas de code promo. Ça, c'est à vous, parce que je sais qu'on partage. Vous savez que chez Doux, on est généreux. Enfin, ce que je veux dire, vous me voyez arriver,
on y va directement, on hésite, on ne regarde pas si les gens sont clients ou pas clients, on donne les informations. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que moi, en tant qu'expert comptable, quelque part, je suis concerné par la vie macroéconomique de la France et à ma faible échelle, si je peux rendre service à des personnes, je le fais. Donc, si quelqu'un, voilà Fabrice, si tu veux parrainer, vas-y, donne ton code directement à Thomas, il le prend et ça lui permettra d'avoir un mois supplémentaire. Tu auras 2 mois, très exactement, Thomas, le mois de gratuité plus 1 mois qui te sera offert par Fabrice. Et Fabrice, si Thomas va jusqu'au bout, eh bien, tu auras 1 mois de comptabilité de plus. Voilà en fait très exactement ce qu'on fait, etc. Bon. Je ne sais pas chez vous, Vercus, Gastart, oui, il n'y a pas aucun souci. Tu peux aussi aller chez les Gastart si tu as envie, mais on crée tes sociétés. Et je pense que ce qui nous diffère de Gastart, c'est qu'on est exactement au même prix. La grosse différence, c'est qu'il y a le conseil et un vrai juriste qui est dessus. Thomas, ok, n'hésite pas. Envoie-moi un petit message et moi, ça peut m'intéresser en tous les cas. Et puis, on peut s'auto-parrainer aussi pour les gens qui vont créer des sociétés civiles immobilières. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout peut se faire. En tous les cas, on va arriver. Jean, j'ai vu que tu avais une question. On va arriver tout de suite, un peu hors sujet, mais un peu de rémunération. Quand même, faut-il un objet particulier pour acheter des crypto-actifs? Exemple Bitcoin avec SASU. Si tu en achètes un petit peu, la réponse c'est non, tu pourras. Pourquoi? Parce que dans tes statuts, tu as dû remarquer qu'il doit y avoir une ligne dans laquelle il y a la gestion de tes liquidités. Maintenant, si ça devient une activité prépondérante au sein de ta société, Jean, et que ça devient franchement sérieux, oui, ce serait mieux quand même que tu le mettes directement dans ces cas-là. Hein, voilà. Et est-ce qu'il y a un intérêt pour passer par la société pour cela? Pourquoi pas, on peut le faire. Après, le problème, alors crypto, ça c'est un truc de fou. Ça fait 20 ans que ça existe maintenant, la crypto-monnaie, hein, je pense, un truc comme ça. Même le Conseil national de la comptabilité n'a même pas pris de position. Nous, en tant qu'experts comptables, on est obligés. Nous, on sait qu'au Doux, on a pris une position. La crypto-monnaie n'est pas une monnaie au sens de l'État. Donc, nous, on a dit, OK, c'est pas une monnaie. Ça permet comme ça que si tu as des hauts, eh bien, tu ne se fasses pas allumer au passage. Voilà. Donc, on déconseille les frais réels contre les indices kilométriques. Oui, bien évidemment, c'est une option qui existe. Bien évidemment, on est tout à fait d'accord, mais tu as intérêt de bien calculer tout ça, bien évidemment. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il propose un forfait pour gérer la comptabilité de 3 sociétés holding, SCI et SASU? Oui. SCI, c'est 29 €. Holding et SASU, c'est 69 chacune. Voilà, tu auras un prix et puis Hicham, tu peux t'auto-parrainer. Ce sera nickel. Bon, écoutez, je vois que, et donc pas de plus-value, pas imposé. Eh bien, si, Jean, tu auras une imposition au niveau de tes crypto-monnaies, mais uniquement quand tu t'en seras sorti. Voilà. Écoutez, on va arrêter là parce que je crois qu'on a dépassé l'heure, 1h06. J'essaie toujours d'être en dessous d'une heure, mais bon, c'est toujours un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. En tout cas, comment faire, Thomas et Fabrice? Eh bien, il faut. Alors, je vais laisser un petit peu. Fabrice, il faut que tu donnes, ou quelqu'un d'autre donne, qui aille dans ses paramètres. Et dans ces paramètres, on va donner. Tu donnes ton paramètre, tu vas donner ton code. Voilà, Fabrice. Voilà, nickel. Bon, Fabrice, c'est le moment, Thomas, si tu veux, pour faire les choses. Eh bien, super, nickel. Allez, entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.